Ce podcast résume les résultats du projet Décider porté par l'Association du Grand Littoral Atlantique par et pour les pêcheurs au sujet des interactions engins-habitat au sein des sites Natura 2000 en mer. Qu'est-ce que le merle ? Qu'est-ce que la pêche à la drague ? Existe-t-il une sorte de merle et une sorte de drague ? Voici des éléments de réponse par les partenaires du projet. Donc avant de se lancer dans les études de terrain pour en savoir plus, il s'agissait d'abord de mettre à plat ce que l'on savait, les connaissances qui existaient déjà. Donc nous avons fait un bilan des connaissances scientifiques et techniques au sujet des dragues et du merle. Donc ce bilan a permis en premier lieu de poser des constats sur plusieurs éléments très intéressants. Jacques Graal est chercheur scientifique à l'IEM, l'Institut universitaire européen de la mer. On le rencontre dans son bureau à Brest, expert et passionné par la biodiversité du milieu marin benthique. Il nous explique ce qu'est le merle. Alors le merle, c'est un habitat qui résulte de l'accumulation d'algues rouges qui sont calcaires, qui vont être détachées du fond et rouler sur le fond. Donc au gré des courants et des houles, ils vont s'accumuler localement pour former ce qu'on appelle des bancs de merle. Alors cette algue rouge, elle va pousser très très lentement. Elle est en forme de petits buissons, on va dire. Donc c'est un habitat de par la forme de ses constituants. Donc ces tales de merle là, ils vont former un milieu très complexe. Ce milieu-là, il a beaucoup d'anfractuosité, ce qu'on appelle des micro-habitats, dans lequel il y a une multitude d'espèces qui vont pouvoir s'installer. Elles s'installent là parce qu'elles sont à l'abri de leurs prédateurs, qui sont souvent les poissons, et donc ils ne pourront pas les attraper dans ce milieu-là. Et pourtant, elles ont quand même accès à leur nourriture et à de l'eau. Donc elles peuvent respirer et aussi se nourrir. Donc c'est pour ça que cet habitat-là est celui qu'on considère comme aujourd'hui le plus riche des eaux côtières des eaux atlantiques françaises, en espèces, en biodiversité. Mais aussi, il joue un rôle important pour le recrutement et aussi il a un rôle de nurserie, donc du recrutement pour, par exemple, toute une gamme de bivalves comme les pectinidés, donc les coquilles Saint-Jacques et autres pétoncles, ou des vénéridés comme les praires, des palourdes roses. Et puis aussi pour les poissons, des jeunes poissons qui vont venir se nourrir dans cet habitat-là, comme tout ce qui est dorade, bar et aussi certains des lieux parfois. Il y a les bancs de merle qui sont dans des zones plutôt abritées, type baie, comme la Rade de Brest, le golfe du Morbihan ou la baie de Morlaix, ce genre de choses, et qui sont donc c'est du merle qui va plutôt pousser sur un sédiment relativement fin, assez vaseux, et qui est dominé par une espèce qui s'appelle Lithothamnium corylioides. Voilà. Et après, il y a un autre type de banc de merle qui est plutôt du milieu exposé, qu'on va retrouver typiquement en Sud-Bretagne, à l'abri des îles, et donc à l'abri des grandes houles de l'Ouest, donc type merle des Glénans ou merle de Belle-Île. Et là, il est dominé par une autre espèce qui s'appelle Phimatolithon calcareum. Et il va plutôt pousser sur un sable grossier qui est constitué pour l'essentiel de brins de merle morts depuis longtemps et qui ressemblent à quelque chose comme un sable très grossier. C'est les houles, en fonction de leur variation de direction, qui vont lui permettre l'obliger à rester à l'abri des îles et des cailloux. L'exemple type, c'est vraiment l'archipel des Glénans, où il y a un archipel assez étendu. Et côté baie de Concarneau, l'intégralité du littoral collé au Glénan est constitué par un banc de merle. On peut voir à l'œil nu si le merle peut être vivant ou mort. Explication de Julien Dubreuil du Comité régional des pêches de Bretagne. Là, on vient de plonger sur le banc de merle de Belle-Île, un endroit où le merle est bien vivant, bien rouge. Là, on le voit bien violet, donc c'est un merle qui est très vivant. On est à des pourcentages de vitalité de quasiment 100%. Voilà, donc quand le merle est bien vivant,
voit la couleur qu'il a, rouge, rose, violacé. Par contre, quand le merle est mort, il y a une dépigmentation qui fait qu'il est blanchâtre, jaunâtre. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi le merle est vulnérable ? C'est une plante qui va croître très lentement. Quand on regarde un peu les synthèses qui ont été faites, c'est entre 300 et 500 microns par an. Donc c'est un demi-millimètre par an qu'elle va croître. Et ce qui fait un habitat assez fragile. Si on, par exemple, du temps de l'extraction, quand on en enlevait plusieurs centaines de milliers de tonnes, par exemple autour des Glénans, on a enlevé c'était quelque chose de pas durable du tout, puisque on a enlevé de la croissance de plusieurs centaines d'années en une seule année. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un habitat qui est fragile en lui-même et qui demande à être géré de manière durable. Quelles sont les mesures mises en place pour protéger le merle ? C'est un habitat qui représente un intérêt communautaire. Il a été identifié par la convention OSPAR, qui s'intéresse à la biodiversité à l'échelle européenne et aux habitats. Il est rentré dans la directive Habitat Faune Flore dès 1992. Donc c'est pour ça qu'il est fortement identifié dans les politiques actuelles de préservation de la biodiversité en milieu côtier. Il y a les politiques Natura 2000, mais il est identifié aussi dans le cadre de la directive cadre stratégie milieu marin, comme un habitat demandant à être évalué pour son état écologique. Différentes formes de pression s'exercent sur le merle. Pourriez-vous nous expliquer lesquelles ? Oui, alors ils sont évidemment conditionnés par les activités humaines. Alors, en Bretagne, il y a pas mal de bancs de merle qui ont disparu pour plusieurs raisons. Il y en a qui ont disparu parce qu'on a fait des polders dessus, comme ici près de l'IUM en rade de Brest. Il y en a d'autres qui ont été totalement extraits parce que le merle, c'est aussi quelque chose qui a été précieux pour l'agriculture en Bretagne. Donc cet extrait, ça a été pendu sur les champs depuis plus de 2000 ans. Donc il y a certains bancs qui ont été totalement enlevés du fond de la mer par les activités d'extraction, et surtout depuis qu'elle avait été devenue, qu'elle avait pris un caractère industriel au cours de la deuxième partie du XXe siècle. Les bancs de merle sont aussi sous il y a d'autres pressions, c'est l'eutrophisation, donc qui est le fait qu'il y a des eaux qui soient enrichies en sels nutritifs et qui vont permettre à d'autres algues de pousser sur le merle. Ces algues-là, quand elles vont se décomposer, elles vont créer des gros problèmes d'anoxie, des manques d'oxygène sur le fond. Et là, le merle et tous ses habitants va aussi en pâtir et souvent mourir. Il y a ça, il y a aussi les algues, les espèces introduites, qu'on dit invasives. Certaines espèces introduites vont envahir les écosystèmes parfois, comme l'exemple type, là c'est la crépidule. Il y a des bancs de merle de la baie de Saint-Brieuc qui ont été totalement envahis par les crépidules et qui ont aussi disparu sous les crépidules. Donc c'est un animal qui filtre énormément la crépidule et qui produit aussi ce qu'on appelle des pseudo-fécès, c'est-à-dire c'est un peu des particules fines qui sont issues de cette filtration. Ce qui ne l'intéresse pas pour sa nourriture, elle va le rejeter. Et ça, c'est très très fin, c'est un matériel très fin et ça va se déposer directement dans le merle. Le merle, c'est une algue, il a besoin d'avoir accès à la lumière. Et donc voilà, ils ont tendance à mourir si on l'envase de trop. Voilà, et il y a une autre activité qui a aussi du coup des effets sur le merle, c'est les activités de pêche essentiellement à la drague pour les coquillages, qui aussi vont déplacer le merle et lui modifier sa structure sédimentaire. Les pêcheurs connaissent-ils le merle ? Le point de vue d'Alexandre Donzé, patron de pêche depuis 8 ans, utilisant la drague depuis 2013 au Glénan. Le merle, de ce que j'en sais, c'est que c'est une algue calcaire qui sert d'habitat à bon nombre d'espèces, dont la coquille Saint-Jacques.
Et donc effectivement, c'est primordial de le préserver pour avoir une vision pérenne de la pêche. Un diagnostic a également permis d'identifier les différentes dragues de Bretagne et de mettre à plat les réglementations propres à chaque site pour la pêche à la drague. Ce diagnostic a permis de recenser 60 engins différents. Ce diagnostic a apporté beaucoup. Ce travail n'avait jamais été réalisé auparavant. Thierry Jacob nous explique sa pratique de la pêche à la drague à Belle-Île-en-Mer. Alors la technique de la drague, elle est simple, c'est un grand râteau qui traîne derrière le bateau, deux râteaux qui traînent, parce que nous on est limité à 2 dragues de 2 mètres. Donc on a en général une demi-heure ou 3/4 d'heure de pêche par jour, 3 jours par semaine. Et on pêche donc tous ensemble sur les gisements. Alors ici on a 18 zones différentes. Et on pêche souvent de 9h30 à... Non, c'est 10h maintenant. De 10h à 11h moins le quart ou de 10h à 11h. On a pu également constater une diminution du nombre de navires pêchant à la drague. C'est notamment le cas au Glénan. Explication par Alexandre Donzé, pêcheur. Avant, sur les Glénans, il y avait pas loin d'une trentaine, voire 40 coquillers à la drague. Aujourd'hui, on est 18 au maximum et des fois, le contingent n'est pas rempli. Donc, naturellement, on a levé le pied on a freiné les interactions drague-merle, forcément. Avant, on pêchait de novembre à février. Aujourd'hui, on pêche 3 semaines en décembre et de temps en temps, 1 semaine ou 15 jours en janvier. L'impact de la drague sur le merle a été nettement diminué en 20 ans ou 25 ans. C'est l'occasion pour les pêcheurs d'en savoir plus sur les pratiques de leurs voisins. Il y a eu une réunion entre les pêcheurs des Glénans et les pêcheurs de la rade de Brest. Alors, c'est peut-être pas des sites qui sont très éloignés, mais en fait, on s'est rendu compte que les pêcheurs ne se connaissent pas forcément entre eux. Et ils se sont aussi rendus compte qu'ils avaient des méthodes de pêche très différentes d'un site à l'autre. Donc, chaque site a ses particularités, ses types de drague, ses manières de pêcher. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une manière de pêcher à la drague sur le littoral breton, mais qu'il y aurait presque autant de manières de pêcher à la drague qu'il y a de bateaux de pêche. Et c'est aussi ce qu'a permis de montrer le programme Décidé. Le projet Décidé a été financé par France Filière Pêche et les conseils régionaux de Bretagne, des Pays de la Loire et de Nouvelle-Aquitaine. Réalisé par Phone Eclipse.